Salut les amis. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 13 avril et il est midi 7. Ouais, je crois midi 7. Comment vous allez? J'avais un pote à chaque fois qui me voyait, il me disait alors Athème, comment ça va bien? Alors aujourd'hui je suis inspiré. J'ai fait une énorme balade ce matin et j'ai déjà fait une vidéo et je me suis laissé porter sur l'inspiration du moment. Donc je voulais continuer à partager un moment avec vous et à me laisser aller à suivre cette inspiration. À la vôtre, même si c'est du café. Hein. Et petite parenthèse, encore un grand merci pour tous ceux qui suivent cette chaîne dernièrement, à ma grande surprise et bien sûr énormément d'amour, de gratitude pour le père François Cottard. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le Petit Prince, Saint-Exupéry. Et Saint-Exupéry, c'est un de mes auteurs français préférés. J'adore son style, la qualité de son écriture, ses images, ses métaphores, son délicat, tout en étant à la fois masculin. Et j'aime beaucoup. Et je voulais aujourd'hui avoir le Petit Prince qui puisse me soutenir émotionnellement. Parce que ce que je suis en train de partager dernièrement, c'est hyper dur. Hyper dur. Ça me fait penser à ces gens, ces militaires qui reviennent d'une guerre et qui sont totalement endommagés. Et puis on leur demande de raconter et ils ne peuvent pas raconter. Parce qu'à chaque fois que tu racontes, tu revis le truc. Et ces derniers jours, sans le vouloir, j'ai eu des visions, des cauchemars, des révélations. Et je pense que c'est grâce au travail de toutes ces années qui a permis petit à petit à enlever le rideau. Je ne sais pas pour vous, mais c'est comme si dans la vie, on avait fait un superbe travail d'être un acteur et on s'écarte de notre version de nous-mêmes qui est ultra lumineuse, ultra authentique, avec des capacités extraordinaires, en mettant des rideaux. Et à chaque fois qu'on en ouvre un, il y en a un autre derrière. Et puis, et c'est ce qui est en train de se passer pour moi. À chaque fois, je me dis, mais quand est-ce que j'en verrai le bout? Quand est-ce que je me mettrai, par exemple, dans cette chaîne à parler que d'art, de création, du beau, de poésie visuelle, de narration, parce que c'est ce que j'aime. Et alors, chose étonnante, il y a un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est de comprendre pourquoi la société part à volo et de comprendre quelles sont les racines humaines de l'individu et trouver des connexions avec le spirituel. Et c'est fascinant parce que pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence que tout est connecté. Tout est connecté. C'est comme si la civilisation, la société, c'était aussi des organismes, résultat d'une duplication fractale de l'individu. Et donc voilà, alors aujourd'hui je suis hyper ému avec cet épisode parce que je vais commencer à révéler des choses et pas dans le but de révéler, mais dans le but de désacraliser certaines choses, de les sortir du tabou pour mieux les sacraliser, on va dire. Et parce que moi, dans mon cas, au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai eu une enfance extrêmement dysfonctionnelle, avec un certain nombre de violences, d'abus, j'ose le croire, inconscients de la part de mes parents, qui eux-mêmes vivaient leur souffrance, mais aussi vis-à-vis de la société, de
quand je vivais en banlieue dans le 93, les racailles à 2 balles et les grosses racailles aussi à 2 balles. Et donc j'ai tout fait pour essayer d'avoir la vie que je souhaite, c'est-à-dire une vie paisible, pleine d'amour, d'étreinte et tout ce que je n'ai pas reçu durant l'enfance. Et j'ai une curiosité profonde par rapport à comprendre l'autre, qu'il soit homme ou femme, enfant. Parce que mon but dans cette vie, c'est de réussir à m'élever, d'apprendre à aimer. J'espère que je ne donne pas l'image d'un mec naïf, un nounours, parce que je ne suis plus cet homme-là. Donc j'accepte ma force, mon masculin, et s'il faut aller à la charge, j'irai à la charge, mais au quotidien, je suis quelqu'un qui aime la poésie, la balade, et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, là où je suis fier de moi, c'est d'avoir réussi à préserver et entretenir intentionnellement ma capacité d'émerveillement, tout en ayant de plus en plus de cicatrices sur mon cœur. Et je pense que dans cette vie, il y a un travail titanesque, épique, individuel, que les religions ont bien compris, ou les spiritualités, de travail individuel, de correction de soi, de correction de son âme, pour soit atteindre notre part mythique, soit simplement être une meilleure personne que celle d'hier. Et donc j'ai tellement un désir profond d'amour, de compréhension de l'âme humaine, et l'une des raisons pourquoi j'ai fait un peu mon caca nerveux pour officialiser le fait que je ne serai plus jamais de gauche, pourquoi je ne suis pas de gauche, c'est parce que c'est plus par un instinct subversif, mais je n'ai aucune détestation, aucune haine pour tous mes amis qui sont de gauche, qui sont dans cette gauche, qui croient ce qu'ils veulent. Je les aime toujours, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que quand on arrive à se trouver, on ne peut plus marcher sur des œufs. Et donc moi, j'ai pas peur de dire que je n'adhère pas en gros, je n'adhère à aucune idéologie, et je suis je ne participe et n'assume aucune idéologie, quelle qu'elle soit, que ce soit le féminisme, l'antiracisme, le LGBTQ, tout ça pour moi, ce sont des moyens cachés de la part de la société pour mettre à genoux l'instinct de vie chez l'homme et la femme. C'est une manière de dire, tu vois, ces idéologies, tu as intérêt à t'y plier, sinon on te mettra dans un camp. Et moi je peux pas. Moi je peux pas. C'est pas possible. Donc tous ceux qui se régalent avec leurs idéologies pour soi-disant mener un combat idéaliste pour défendre la veuve et l'orphelin et qui ne voient pas le fourvoiement, ben c'est pas grave, chacun son chemin. Mais par contre, j'ai vraiment un idéal de correspondre à ce qui est attendu de moi dans cette vie. Et lorsque je me suis un peu gratté le cerveau pour me dire pourquoi il y avait cette angoisse dans ce monde vis-à-vis par exemple de la patriarchie, et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ça gênait beaucoup de gens qui avaient une déconnexion avec peut-être la nature humaine, qui n'étaient pas forcément dans leur travail et qui voyaient comme une injustice le fait qu'il y ait une sorte de hiérarchie imposée arbitrairement, où le père serait là, ensuite il y aurait la mère et ensuite il y aurait les enfants. Donc c'est quelque chose que j'ai compris avant en disant ouais, c'est injuste, pourquoi ce serait comme ça. Et après petit à petit, quand tu vieillis et que tu comprends l'ego humain, tu comprends que les intentions de briser tout ça ne viennent pas d'une vraie sincérité vers amoindrir les abus ou quoi que ce soit. Et en fait, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vais parler d'autre chose aujourd'hui, mais j'ai compris qu'en fait, grâce à l'étude de l'âme humaine, l'ego humain, et aussi grâce et surtout grâce aux spiritualités, aux religions notamment,
la Kabbale, la Kabbale juive ou le soufisme. Il faut savoir que tout pour moi doit être centré vers la protection de l'enfant. L'enfant est là, ensuite tu as le cercle de la mère, et ensuite un cercle protecteur, ensuite tu as le cercle du père. Et quand je vois les dégâts du progressisme en France et en Europe, je suis terrifié parce qu'il y a vraiment un manque de conviction, un manque de puissance de l'âme. Il y a un dénigrement sur l'âme, la nature humaine. C'est en gros, on crée des idéologies pour un peu se perdre, pour faire un peu avance rapide dans sa vie, en se disant j'ai mené des combats nobles et je suis effaré. Maintenant c'est facile pour moi, mais je ne me rendais pas compte quand j'étais bobo parisien. Je suis effaré de voir que sans le savoir, je pense que même les femmes n'ont jamais désiré, souhaité la destruction de la patriarchie. La patriarchie, de toute façon, je crois que ça fait 20 ans qu'elle a été repoussée dans ses derniers retranchements, et je crois que ça fait 20 ans qu'on est dans une sorte de, comment on le dit en anglais, covert matriarchie. Une sorte de matriarchie qui ne dit pas son nom, et ça me fait de la peine. Moi, j'ai aucun malaise avec les femmes ou même le féminisme. Je ne suis pas en insécurité du tout. Hein. Mais là où ça me fait de la peine, c'est de croire que quand tu attaques ce cercle protecteur du père autour de la famille, de la mère, de l'enfant, quand tu as fait ce travail de destruction, tout le monde pense que ça va s'arrêter là. Et ça ne va pas s'arrêter là. Après, on va attaquer le cercle de la mère. Et on le fait, ça se passe déjà. Toutes les idéologies X ou Y, comme par hasard, ont une velléité de pouvoir s'approcher de l'enfant. Et je trouve ça pitoyable pour moi, pour quelqu'un comme moi, je suis un artiste, je suis pas un intellectuel ou quoi que ce soit, de devoir l'expliquer sur YouTube. Je trouve ça flippant. Et, enfin bref, je voulais pas parler de ça, je voulais parler du fait de ce que j'ai commencé à décrire dans l'épisode précédent, sur cette notion de la tentation maternelle et la chute du père. Parce que c'est fascinant ce qui m'est arrivé, je trouve ça hallucinant, parce que ça n'arrête pas, j'aimerais tellement que ça s'arrête, et je me dis c'est bon, maintenant je peux aller prendre un café devant le lac et juste être joie, gratitude et espérer retrouver mes enfants. Donc, alors il faut savoir que je suis toujours à faire des intros de malade en ce moment, avant même de commencer. Il s'est passé quelque chose. J'ai été, comme j'ai pu le décrire dans certains épisodes, et il y a un épisode particulier où j'ai partagé une lettre que j'ai écrite pour ma mère pour lui pardonner et lui dire un peu ce que je ressentais. Il y a eu j'ai vécu une enfance vraiment... j'ai du mal à le dire parce que ça me touche, parce que ça touche le petit Athème qui avait 5 ans et 8 ans. J'ai vécu l'enfer durant l'enfance. Et des fois cet enfer, c'est pas forcément un enfer direct. Ça peut être quand tu vois tes parents se déchirer la gueule et tu as deux personnes que tu aimes et ils s'aiment pas et ça se défonce la gueule et tout. Et puis et toi tu peux rien dire parce que quand tu vois autant de violence se présenter devant toi, tu as peur que le prochain ce soit toi. Et quand tu vois en fait ce déploiement... Aujourd'hui je réalise qu'en fait je voyais en face de moi, je voyais pas des adultes, je voyais deux petits enfants dans des corps d'adultes en train de se déchirer. Et je comprenais pas, je comprenais rien. Et j'en ai suffisamment parlé dans l'épisode précédent. Mais petit à petit, ce niveau de violence a été normalisé. Et donc pour nous, c'était bon, bah c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est papa, maman, et puis voilà. Et il y a eu, mais de la part, comme nous étions, mes sœurs et moi, des enfants soumis, hein, il n'y a jamais eu la moindre velléité de remettre en question l'ordre établi, hein, ou les dysfonctions. Et donc, on acceptait tout et son contraire. Et à un moment donné,
pendant plusieurs fois durant mon enfance, j'ai appris, parce que je ne me rappelais plus, que lorsque j'avais à peu près, je crois, 2 ans, j'étais au premier étage et je suis tombé du premier étage, je jouais avec mes jouets, je suis tombé du premier étage sur le trottoir. Et toute mon enfance, mon adolescence, on a toujours rigolé de ça, genre ma mère a présenté cette info comme si c'était un gag, un accident et qu'il ne s'était rien passé. Et puis tout ce que je vous raconte, je me rends compte que maintenant, parce que j'ai fait un cauchemar l'autre jour. Et on en rigolait, tiens, tant que je ne suis pas mort, je ne suis pas handicapé, donc on peut en rire. Et ce que je trouve brillant de la part de ma mère, c'est que son immaturité émotionnelle était telle que chaque fois dans sa communication, tout ça, il y avait un côté genre cocon de déni du réel. C'est genre rien n'avait de prise pour la critique, le jugement. Et donc on se retrouvait dans des interactions surréalistes avec ma mère où on pouvait parler de choses complètes, mais où le questionnement était interdit. Hein. On le savait, on le sentait dans notre chair. Donc on a tous participé à ce sketch de temps en temps de partage. Ah ouais, alors Athème, il est tombé du premier, c'était un accident. Il y a un homme d'ailleurs qui l'a vu et qui a vu qu'il s'est secoué, c'est pour ça qu'il n'a rien eu. Je vous raconte pas le niveau de narration cosmico, déni du réel de la part de ma mère. Des niveaux de couches et de couches de manipulation, de déni, de machin, mais c'était vraiment un travail d'horloger psychopathe, non on va dire sociopathe. Et un jour pour rigoler, je sais pas, je dois avoir 18, 20 ans, ou je sais plus, je dis ah putain maman, t'étais une maman négligente et tout, je voulais juste la taquiner, hein. C'est sorti comme ça. Et là, j'ai vu une rage d'un nouveau genre, je me suis fait défoncer la gueule, j'avais touché un point sensible. Et donc cette histoire m'a jamais marqué plus que ça. Et d'ailleurs je m'en rappelle pas du tout, c'est vraiment, j'avais 2 ans à peu près. Et l'autre jour je me suis réveillé au matin avec ce cauchemar où tout avait eu du sens d'un seul coup. D'un seul coup je me suis rappelé de cette chute. Ou en tout cas, je crois m'en être rappelé dans mon rêve, dans mon inconscient, je ne sais quoi. Et j'ai compris quelque chose qui peut-être explique tout ce que je vais décrire maintenant aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'en fait, le fait que je sois tombé était l'expression d'un rejet de ma mère, de ses enfants. Et j'ai compris quelque chose qui est de l'ordre de tabou, hein. Je ne dois pas être le premier ni le dernier, je pense que énormément de familles ont des secrets de famille et qui ont des ramifications sournoises, destructrices. Et donc je pense qu'il y a une série de secrets, de tabous et d'immaturité émotionnelle d'une telle gravité. Et donc j'ai compris qu'en fait, pourquoi il y avait autant de problèmes, eh ben, je réalise aujourd'hui, grâce à ce rêve, grâce à ce truc, c'est qu'en fait, ma mère n'a jamais voulu avoir d'enfant avec ce type qui était mon père. Et qu'elle a dû subir énormément de pression pour avoir des enfants avec lui. Et qu'à la fin, lorsqu'on est arrivé, il fallait bien s'en occuper et tout ça. Mais j'ai jamais senti cet amour, une tendresse, une validation. Je l'ai senti bizarrement de la part de ma grand-mère, mais j'ai jamais senti un amour assumé, tendre, validant, charnel, tactile de la part de ma mère. Et donc cette chute, quand j'avais 2 ans, elle est, je crois, parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard, elle est le reflet ou la conséquence d'une souffrance que je ne peux pas décrire, que je ne sais pas. On n'a jamais osé poser de questions trop profondes qu'avait certainement traversé ma mère. Donc voilà. Et comme par hasard, je ne sais pas si ça vous arrive, je ne me rappelle plus le terme, tu sais, quand tu penses à acheter une voiture rouge, tu vois que des voitures rouges d'un seul coup. Hein. Et c'est, je ne sais pas, j'ai oublié le terme, bref. Et donc comme par hasard, après ce cauchemar, quelques jours après, je tombe sur un académicien qui parle d'un concept, parce que je vous ai parlé des cercles.
Et ce type, ce théologien, expliquait quelque chose qui m'a soufflé, parce que j'avais, avec les traumatismes de l'enfance, c'est comme si j'avais des points noirs ou des angles morts, comme si ton cerveau essaie de se protéger et te crée des rideaux noirs pour bloquer certains. Et donc, j'ai intégré l'idée de ces cercles qui protègent l'enfant et qui créent le mythique familial entre les enfants, la mère, le père. Et que le monde médiocre d'aujourd'hui ne voit que comme une sorte d'injustice ou d'abus vis-à-vis de la gente féminine, alors que c'est des conneries. Ensuite, je tombe comme par hasard sur ce théologien. Je crois qu'il est mort, un Américain. Et il s'appelle Roy Masters. Je tombe sur lui, et comme par hasard, il me balance la phrase. Donc le mec explique que quand un homme fait son travail pour avoir sa connexion à Dieu, pour honorer sa relation à Dieu, lorsqu'il est sincère dans ce schéma-là, alors sa compagne, la mère des enfants, peut à ce moment-là le reconnaître et l'aimer. Et il ne parle pas d'amour romantique, hein. Et à ce moment-là, je trouve ça, je me dis, ouais, où est-ce qu'il veut en venir? Moi, j'avais mes certitudes parce que je vois bien que le monde est ultra biaisé contre tout ce qui est masculin, homme. Donc aujourd'hui, être un jeune homme, ça doit être l'enfer. Et donc, je me dis, ok, je vois très bien la conclusion qu'il va nous dire, voilà, et ensuite, les enfants peuvent aimer le père parce que... non, il explique un autre truc hallucinant, parce que j'ai fait de mon côté suffisamment de recherches concernant l'amour et j'ai une bien meilleure compréhension de l'amour altruistique qu'autrefois. Et en spiritualité, il y a cet amour inconditionnel qui doit être dénué de tout ego autocentré. Et il explique donc et à ce moment-là, les enfants, je m'attendais à ce qu'ils me disent, voilà, le mec, après, s'il bosse bien, éventuellement, il aura l'amour de ses enfants, tu vois. Vu que mes enfants m'ont rejeté il y a 7 ans. Et à ce moment-là, il explique que là, les enfants, quand ils voient la mère aimer le père, peuvent aimer la mère. Et là, ça a été une révélation pour moi, parce que quand tu es dans des familles dysfonctionnelles où la mère ne peut pas aimer le père, pour X raisons, hein, peu importe si c'est des raisons légitimes, ça crée une configuration telle où les enfants ne peuvent pas, eux aussi, aimer la mère correctement. Ils pensent l'aimer, mais ça doit être quelque chose de l'ordre de l'attachement ou de la perte, de perdre la mère ou quoi que ce soit. Mais on parle d'amour, l'amour idéal, spirituel, altruiste. Et donc ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et ensuite, je fais ma vidéo ce matin, et là je tombe sur un truc cosmique. En fait, je viens de réaliser en faisant ces vidéos, c'est que quand tu es dans un chemin et que tu fais ton travail de... Ah merde, j'ai quelqu'un qui m'envoie un texto. Je suis désolé, hein. Je lui ai dit... Ah, j'ai un pote qui veut qu'on aille prendre un café. Je suis en train de prendre le mien là. Donc je reprends la vidéo. Et je tombe donc sur le sujet de cette vidéo que j'ai intitulé La tentation maternelle, la chute du père. Donc j'ai mis le lien de la vidéo. Et c'est fascinant parce que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand tu commences ta vie à être intentionnel dans ta quête personnelle, soit pour trouver ta part mythique, soit pour assumer une mission qui t'est, peu importe, à ce moment-là, tu as l'univers qui t'aide. C'est un peu comme dans l'alchimiste de Coelho. Et là, quand tu es aligné, quand tu es dans cette quête, quand tu es dans cette demande sincère et bienveillante, alors tu as l'univers qui te balance plein d'indices. Et donc je me retrouve
je tombe sur une vidéo cosmique que j'aurais pas pu comprendre ne serait-ce qu'il y a quelques années. Donc c'est comme quoi les alignements, c'est pas juste les choses viennent à toi, il faut aussi être prêt à les recevoir. Et moi donc je tombe sur cette vidéo de ce mec qui explique quelque chose qui non seulement a une résonance pour moi au niveau de ma vie, de comment j'ai eu cette relation avec ma mère et comment ça a affecté mes relations romantiques et notamment mes relations avec mes enfants. Et donc, j'ai traduit la vidéo, donc j'ai fait un transcript, je l'ai traduite en français, donc je vous mettrai tout en commentaire, notamment le lien direct à la vidéo, parce que ce type a l'air vraiment brillant et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait énormément de recherches pour savoir que ce qu'il dit, c'est pas encore une autre lubie un énième gourou en psycho ou en spiritualité. Je me rapproche du Petit Prince. Alors, donc j'ai traduit et donc je vais le lire et puis et peut-être avoir quelques réflexions après avant de conclure l'épisode. Donc on y va. Donc c'est une interview de cet expert Roy Master qui a l'air d'être un mec, un spécialiste en spiritualité, psychologie et philosophie. Et donc la journaliste lui demande mais d'où viennent ces démons ou cette obscurité? Est-ce que cela est en nous dès la naissance ou est-ce que cela arrive après? Lui répond non. Cela arrive généralement après notre naissance. Ce sont nos parents et notre société qui nous conditionnent à perdre le contrôle. Chaque enfant vient au monde avec une forme d'innocence. Mais le monde, les gens dans ces sociétés sont tous coupables. Très coupables, pardon. Ceux qui nous ont précédés ont fait beaucoup d'erreurs dans leur vie. Et ils ont été détruits par la dureté de leurs propres parents et les parents de leurs parents. Donc les parents ne représentent généralement pas ce qu'il y a de bon, de noble ou de pur. Beaucoup sont alcooliques, beaucoup de mères crient sur leurs enfants, et certains pères trompent leurs femmes. Et beaucoup sont en dépendance à la drogue. Et ils installent et ils tendent un piège à leurs enfants. Et les parents poussent souvent leurs enfants à les haïr. Les mères, souvent, incitent leurs enfants à rejeter l'amour du père, à rejeter le père. Et je vais vous dire d'où vient le mal. Il passe par les mères. La journaliste, elle est offusquée, puisque c'est une femme. Elle dit quoi, les mères? Oui, il passe par elles. Et je sais que cela peut être un choc pour vous. Et la journaliste de répondre, mais c'est vrai, parce que je pense que la plupart des mères essaient de faire de leur mieux. Et lui, il répond, eh bien, quand on parle de la plupart des mères, on parle aussi de celles qui créent des fils schizophrènes. Et des mères qui dominent leurs fils et détruisent leur masculinité. Ce type de mère ambitieuse, oppressante, et qui pousse leur mari vers l'alcoolisme ou la drogue, s'il s'agissait vraiment d'hommes au départ, et la journaliste qui dit « Attends, laissez-moi vous interrompre une seconde. Est-ce que ces mères savent intentionnellement qu'elles font du mal ?» Et Roy Masters de répondre « Non, la plupart des mères ne réalisent pas. Elles ne veulent pas faire de mal, mais il devrait y avoir un équilibre à la maison avec l'amour du père. Et cet équilibre vient de l'amour du père. Le père devrait incarner le bon côté de cet équilibre et la mère le côté terrestre. » Et la journaliste, est-ce que vous voulez dire le mauvais côté? Et Roy Master rétorque, en réalité oui, ce que la société doit comprendre, et nous n'avons que quelques minutes, c'est que l'amour de la mère soutient souvent l'ego des enfants. Il nourrit l'ego des garçons. Pourquoi les hommes et les femmes se marient-ils? Le côté sombre d'un homme, l'ego d'un homme qui est séparé de Dieu et qui veut être son propre Dieu, est attiré par ce qu'il y a de mauvais chez une femme. Il est attiré par la faille, parce que seule la faille soutient le côté égoïste et ambitieux de l'homme. Un homme séparé de Dieu, de la lumière, ne peut pas se tenir seul. Il a besoin du soutien d'une femme provocante, d'une épouse tentatrice. Et si finalement, ce genre d'amour de la femme gâte un homme, le détruit, le réduit à un animal. Et alors, les enfants rejettent le père parce qu'ils voient qu'il n'est pas vraiment là pour eux, qu'il n'est pas vraiment un homme. Voilà. J'imagine que le texte va créer beaucoup de problèmes. Je vais perdre 30% de ma chaîne.
Et quand je partage tout ça, c'est pas pour faire un jugement. Je suis pas un fou religieux. Je pense que le mal est en chacun d'entre nous et qu'on doit faire un travail au quotidien pour se corriger, pour permettre et entretenir la vertu en chacun d'entre nous. Donc c'est un effort. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, ça m'a vraiment donné beaucoup d'informations sur ce qui m'était arrivé. Et le fait que j'ai été amputé de l'amour de mon père alors que je l'avais ressenti, je l'avais senti. Et j'ai été conditionné par ma mère pour haïr mon père. Et je pense que ma mère a dû se dire qu'elle avait des raisons légitimes. Et quand j'ai commencé à comprendre tout ça, j'ai eu des tentations en moi de colère, de rage, et je sais que c'est un fourvoiement. Donc, et grâce à ma quête spirituelle, j'ai pu réfréner tout ça, calmer tout ça, parce que je pense que maintenant mes instincts masculins de force, d'autorité, je les garde que pour mon autodéfense, pas pour abuser du monde. Et j'ai pu avoir accès petit à petit à certaines subtilités de cette vie où finalement les tentations de se conformer, de faire comme son voisin, d'être dans une médiocrité, d'être dans la tentation. Et c'est pour ça que quand je vois les religions, les écrits, les textes, je suis hyper humble parce que je pense que derrière il y a de l'amour et un désespoir de textes ancestraux qui sont là pour essayer de nous aider à nous guider dans cette vie. Peu importe ce qu'on en pense des religions d'ailleurs, et ça m'a fait réaliser que par exemple dans la vie, il faut savoir accepter, d'avoir de l'humilité pour accepter la sagesse des autres. Et des fois, d'avoir un mentor ou d'avoir quelqu'un, peu importe ce qu'il peut dire, juste d'avoir quelqu'un qui a fait du chemin et qui veut bien nous aider à tenir la distance. Et quand j'ai commencé à comprendre ce qu'avait traversé mon père, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que mon père était génial. Je pense que mes deux parents étaient complètement en vrille. Et alors, et un jour, quand j'ai commencé à comprendre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu rejettes ton père, je parle de mon cas précis, donc je ne sais pas comment ça se passe quand tu rejettes la mère ou pas, mais c'est comme si tu empêchais ton développement émotionnel, parce qu'il faut de l'énergie pour ignorer quelqu'un, et cette énergie que tu mets pour essayer de repousser l'amour que j'avais pour mon père, c'est de l'énergie qui aurait pu être prise ailleurs pour le développement, pour l'ambition, pour la réussite. Et qui en plus limite, c'est-à-dire que quand j'ai rejeté mon père, je me suis rendu compte qu'en fait ça me rendait de plus en plus faible et de plus en plus animé par une forme de fragilité, de honte, et qui m'a causé énormément de problèmes, où j'étais attendu durant ma vie en force, en autorité, et j'ai pas su le faire. Et il y a quelque chose de pire aussi, c'est que je suis persuadé que nous sommes tous des êtres d'amour, et à cause des conditionnements, on ferme les écoutilles d'amour et on croit, tiens voilà, l'autre c'est un connard, je veux plus en entendre parler, l'autre est machin, donc on garde, on a l'impression qu'on a un jet d'eau et qu'on peut choisir à qui on va donner son amour, alors que je crois qu'on est comme une source de lumière qui part dans tous les sens. Et quand on croit avoir un contrôle dessus, on se fait énormément de mal. C'est comme si en fait, moi dans mon cas c'est ce qui m'est arrivé avec mon père, j'avais fermé toutes les écoutilles, j'avais créé des barrières en béton et j'avais créé une digue. Et à ma grande surprise, pendant toutes les années après l'avoir rejeté, l'amour a grandi dans cette digue, mais ça n'arrêtait pas. Et malheureusement, l'amour, quand il est retenu, il pourrit et il nous endommage. Donc c'est vraiment pour moi une double perte. Et quand mon père est mort et que j'ai vu la futilité d'avoir rejeté
tout l'amour que j'avais pour mon père s'est répandu d'un seul coup. Et ça a été une sensation horrible, horrible. J'ai pas pu tenir debout, je suis tombé à genoux. Et donc quand j'ai compris qu'en fait mon père, malgré ses conneries, ses dysfonctions, j'ai commencé à le voir comme un être humain avec un cœur et avoir de la compassion, de l'empathie. Et je me rappellerai un jour, et ça m'a... Jamais j'aurais cru que j'aurais pu défendre mon père à ce moment-là. Et un jour, j'ai une de mes sœurs au téléphone et je lui dis, tu sais, en ce moment je réfléchis à papa et je crois qu'on a été un peu trop loin. Hein. Tu crois pas? Je trouve que c'était quand même violent comment on l'a traité et tout. Et là, je vois une réaction inattendue de la part de ma sœur. Elle me dit, ouais, mais attends, c'est leurs histoires. Et puis papa, il a trompé maman. Tu vois, j'étais là, oh là là. Et là, ça m'a saoulé. J'ai senti encore des mécanismes de drame et de manipulation, peu importe, féminine ou je ne sais quoi, lié à la culpabilisation, le même système de culpabilisation que je vois dans la société avec la gauche démunie de concepts et qui va surtout te matraquer vers de la culpabilité, presque l'immaturité de l'enfant qui te dit oui, regarde, on a le droit de lui couper la tête parce qu'il était méchant. Et là, j'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai fait écoute, j'ai dit à ma sœur, je lui ai fait écoute, c'est pas une raison. Et si j'avais eu, moi, une femme comme maman, je l'aurais trompée 10 fois. C'est pas vrai, hein. Tromper, c'est pas du tout dans mes valeurs. Je trouve ça vraiment débile. Et ça n'a pas pu. Et voilà. Et donc voilà, tout ça pour dire que je souffre aujourd'hui l'extrême cruauté d'une mère et je voulais partager avec vous. Peut-être que ça vous ouvrira l'accès à peut-être peut-être un peu plus de compréhension dans vos configurations de vie personnelles. Voilà. Allez, c'est tout pour moi. À bientôt. Force et honneur. Salut.